héritier d'une lignée de mystiques, de thérapeutes et de prêtres éveillés, porte dans son sang des siècles de savoir africain, préserve malgré la colonisation, malgré l'effacement, malgré la violence de l'histoire, formé aux sciences du langage, à l'anthropologie, à l'informatique et aux technologies du langage en Afrique et en Europe. Il a choisi de mettre ses expertises au service d'un combat, la restauration des valeurs spirituelles, culturelles et civilisationnelles africaines, fondateur de Pyramid of Eve, praticien de l'astrologie africaine, de l'ethnobotanique et de la géomancie afar. Il incarne la résistance intellectuelle et spirituelle face à l'uniformisation culturelle. Il rappelle que l'Afrique n'a pas seulement une histoire, elle a une mémoire, une science, une cosmologie, une vision du monde. Il est de ceux qui refusent l'amnésie, de ceux qui reconstruisent, de ceux qui relèvent la tête de l'homme noir. Son ouvrage majeur, des ancêtres kamites divinisés au sein judéo-chrétien béatifié, interroge avec rigueur et courage la manière dont nos figures spirituelles ont été transformées, réinterprétées, parfois effacées au fil des siècles. À travers son travail, il nous invite à revisiter notre mémoire, à comprendre nos héritages et à réaffirmer la place de l'Afrique dans l'histoire universelle du sacré. Un penseur, un passeur, un éclaireur. Il est par ailleurs coordinateur du mouvement MLN Freedom Togo. Pour toutes ces raisons, Monsieur Komdeji Kofi Folipo, vous êtes notre invité du jour. Bienvenue parmi nous. Comment allez-vous, cher Monsieur Folipo? Merci, Fomin. Comme j'aime toujours t'appeler affectueusement. Merci, ça me va droit au cœur. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à tous tes collaborateurs pour la réussite de cette émission. C'est vraiment un grand honneur pour moi de constater que l'ouvrage, le livre que dont j'ai annoncé la publication a suscité un grand écho, non seulement chez toi, mais au niveau de tes collaborateurs, de façon que toi et tes collaborateurs avaient décidé de m'accorder une tribune ce soir pour en parler, pour éveiller davantage les consciences. C'est un grand merci que je tiens encore à vous exprimer. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes ravis de vous recevoir. Et permettez-moi de saluer mes trois acolytes, Forika, Fotavio et notre coordinatrice en commentaire, Tata Evegbon. Je vous espère bien portants, tous les trois. Fotavio. Merci Ricard, merci à notre meilleure modératrice Evegbon. Merci Monsieur Folipo de nous faire l'honneur de dévoiler certaines pages de votre écrit. Et nous sommes ici pour sensibiliser le peuple togolais. Mais permettez-moi de dire au peuple togolais que ce qui se passe aujourd'hui sur l'étoile est l'œuvre de Fort Boluwi Nyasingbe. Parce que quand on est dans de sérieux, il amène des gens pour nous divertir, pour nous parler de ces steppes, pour nous parler de nudité, pour nous parler de gris-gris, pour nous parler de basse. Fort doit comprendre que l'heure où nous en sommes, on est sérieux sur son départ. Il doit partir. Peu importe ce qui se fait aujourd'hui sur la toile, nous, ça ne nous regarde pas. Moi, personnellement, ça ne nous regarde pas. Ça ne me regarde pas. Son heure a sonné. Effectivement. Effectivement. Moi, ça ne me regarde pas. Les gens peuvent aller basser des gens peuvent montrer les nudités des gens. Ça ne nous regarde pas. On sait que c'est lui qui est à l'origine pour divertir le peuple parce que il a formaté le peuple togolais à son image pour que les gens s'occupent à discuter de ça et à l'oublier. Nous avions à l'œil. Nous l'avions à l'œil. Il doit partir. Ils doivent partir.
Et nous savions que à cause de nous, on arrête des gens sur le terrain. Et C'est c'est ça. le moment de dire aujourd'hui que ceux qui ne le savent pas, c'est à cause de notre émission que Affectio a été appréhendé. D'autres disent que non, c'est à cause d'une photo. C'est faux. J'ai eu à le dire à Fomé et à Rika, ils ne m'ont pas compris. Au moins, quelqu'un qui a fait la prison nous l'avait confirmé que la veille de son arrestation, elle l'avait informé. Mais Affectio n'a pas voulu l'écouter. Et maintenant, il a été appréhendé et on vient nous dire que non, à cause d'une seule photo, simple photo, qu'il a été arrêté. Fort n'a qu'à comprendre que nous ne sommes le projet de qui que ce soit. Nous sommes des jeunes décidés à en découdre avec lui, à en finir avec lui. C'est Tavio Amorin qui dit qu'on peut tuer des hommes par ses idées. Mais pas les idées. Effectivement. Mais et que, comment dit-on, la folie, c'est d'aller en dehors des normes établies. Et nous sommes fous pour le faire partir. Peu importe ce que les gens nous feront croire sur les panels en nous montrant comment dit-on, des choses pour nous divertir, on n'est pas dedans. Ce qui nous importe, c'est son départ. Il n'a qu'à plier ses bagages et partir. Et nous savions que cette émission est diffusée sur YouTube. Oui, Monsieur Folipo, cette émission est diffusée sur YouTube. Et le lendemain, ça serait encore diffusé en grand plan sur Global Live. Ceux qui veulent nous suivre n'ont qu'à nous suivre là-bas. Et notre détermination, c'est le départ de Fort Gnassingbé. Il y a trop de sang qui a coulé sur la terre de nos aïeux. Et nous ne pouvons pas rester en marche à le suivre en disant que non, je veux sauver ma peau. On n'a aucune peau à sauver tant que notre mère patrie est en souffrance. Tant que le Togo n'a pas trouvé la paix d'antan. Donc nous sommes ici pour que Fort parte. Peu importe ce qu'on pourra nous montrer pour nous divertir, on n'est pas dans cette histoire. Ce qui nous importe, c'est son départ définitif de la tête du Togo. Merci beaucoup, Monsieur Felipo. Merci, Tavio. Encore une entrée fracassante ce soir, comme nous en avons l'habitude. Bonsoir, Ricard. Comment vas-tu, cher frère? Bonsoir, Tavio. Je pense que Tavio a résumé. En tout cas, il a fait la somme toute de tout ce que je voulais dire. Et en tout cas, Monsieur Folipo, merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Une chose est d'être invité et une chose est d'accepter venir. Donc voilà, bon, nombreux sont les aînés qui ne veulent pas justement venir. Et je pense que Tavio a dit tout ce que je voulais dire. Mais je vais toutefois le dire à ma manière. Écoutez, il faut savoir voir le cap. Nous, on a un cap. La thèse de départ, c'est le départ de Fort. De Fort Gnassingbé. Le plus rapidement possible. Tout ce qui, merci de préciser, monsieur Folipo, tout ce qui se passera à côté, on ne contrôle pas. On ne contrôle rien du tout. Donc, rassurez-vous. Restez focus. Il y a la genèse de tout ce qui nous arrive qui est là. Certains aînés, comme M. Folipo, veulent faire la genèse de la genèse. Nous, tout ce que nous aurons à faire, c'est écouter, parcourir, chercher à comprendre surtout ce qui est la source de ce qui nous arrive en 2026. Ça n'a pas commencé en 2026, ça a commencé depuis la nuit des temps. Et je tiens encore une fois à saluer, je connais un peu la théorie, c'est pas du tout facile, Monsieur Folipo. Merci pour tout ce que vous faites. Et bon, en vous souhaitant une bonne émission, en tout cas. Merci à vous deux. Alors, sincèrement, j'ai eu à parcourir effectivement l'œuvre de Monsieur Folipo sur donc des ancêtres kamites divinisés au sein judéo-chrétien béatifié qui vraiment interroge avec rigueur et courage la manière dont nos figures spirituelles ont été transformées. Et je dois ici remercier Monsieur Folipo de m'avoir soumis cette œuvre avant même sa parution dans les librairies en avant-première. La sortie est prévue pour quand, Monsieur Folipo? Et j'ai déjà soumis le manuscrit à la maison d'édition Presse académique francophone
Donc, si tout va bien, d'ici la fin de ce mois, eh bien, on peut déjà avoir donc l'ouvrage dans les bacs pour vous qui êtes en France, donc dans les bacs de FNAC. Ceux qui souhaitent plutôt l'avoir en version électronique, donc presse académique francophone a aussi cette ligne de diffusion. Donc, d'ici la fin de ce mois, normalement, l'ouvrage doit être disponible si tout va bien. Merci beaucoup pour ces précisions d'une haute importance. Alors, la raison principale de notre invitation, c'est effectivement de vous poser des questions sur ce livre qui est à sortir d'ici quelques jours, quelques semaines, mais on sait aussi que vous êtes le coordinateur du mouvement MLN Freedom Togo et un homme politique avisé. On ne peut donc ne pas vous soumettre quelques questions sur la politique de notre pays. En deuxième partie d'émission, donc j'ai découpé votre invitation en deux phases. La première sera consacrée à l'œuvre que je viens de citer et la deuxième phase sur l'aspect politique de notre cher pays. Il y a beaucoup de questions qu'on a en réserve. J'espère qu'on passera un bon moment, mais surtout que vous tiendrez la cadence, cher doyen. Êtes-vous un doyen? Pas encore. Je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions, aussi bien au niveau donc de mon engagement citoyen pour la réhabilitation et la révalorisation de nos valeurs spirituelles, culturelles, intellectuelles, et de l'autre côté, sur le plan politique, donc mes responsabilités au niveau du mouvement de libération nationale MLN, je suis disposé à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre disponibilité. Alors, Monsieur Folipo, vous vous êtes assigné un travail de recherche scientifique d'abondance et d'irréductible fantastique. À travers cette œuvre, des ancêtres kamites divinisés au sein judéo-chrétien béatifié, vous explorez la continuité, la profondeur et la rationalité des traditions spirituelles négro-africaines, en particulier celles des peuples Ewe et Gbé, et montre comment les pratiques ancestrales kamites ont été dénaturées, occultées ou transformées dans les régions judéo-chrétiennes. L'idée centrale que je recense dans ce livre est ce besoin légitime de se ressourcer dans ces valeurs du passé. C'est une question fondamentale ou fondamentalement existentielle pour vous? Oui, je vais peut-être brièvement faire l'historique de cet ouvrage. Cet ouvrage n'a pas vu le jour comme ça du jour au lendemain. C'est à la suite d'un article que j'ai publié il y a 5 ans. Oui, il y a 5 ans. Et c'était un article donc publié donc sur mes pages sur Academia et ResearchGate. Donc je publie mes travaux, donc les résultats de mes travaux de mes recherches sur ResearchGate et sur Academia. Donc toute personne qui va sur academia.edu ou bien researchgate.net et qui tape Kofi Folipo, il va donc retrouver
mes publications là-bas, les résultats de mes recherches là-bas et les télécharger gratuitement. Donc, c'est à la suite de la publication d'un article il y a 5 ou 6 ans, et j'ai constaté que il y a eu plus de 15 000 téléchargements de l'article. Et c'est là où j'ai constaté que le problème que j'avais connu interpelle aussi d'autres compatriotes, aussi bien des Africaines et des Africaines venus directement de l'Afrique que des afro-descendants. Donc, plus de 15 000 téléchargements de l'article sur Academia Edu, et c'est là où je me suis dit qu'il faut donc systématiser la chose et mettre cela à la disposition du grand public de façon que cela puisse mieux servir, cela puisse mieux baliser la voie. Bon, donc, l'idée essentielle au départ, c'est que à travers mes activités de conseil spirituel, donc de coach spirituel, donc j'ai constaté que certains problèmes que les uns et les autres ont, surtout ici en Occident, nous qui avons quitté la terre ancestrale pour venir ici en Occident, beaucoup de problèmes que nous avons, eh bien, c'est tout simplement lié au fait que les gens sont déconnectés de leur ancestralité. Et il a suffi tout simplement, dans la plupart des cas, il suffit tout simplement donc de reconnecter les gens avec leur source ancestrale, et puis le problème est réglé. Donc on n'a pas besoin de les envoyer à la psychiatrie, de leur prescrire ceci ou cela, mais non, il suffit tout simplement de les reconnecter à leur source ancestrale et le problème est réglé. Bon, c'est là où je me suis dit que qu'il est peut-être utile de partager donc ces informations-là avec le grand public, de façon que les gens sachent que certains problèmes que nous avons aujourd'hui ne méritent pas en principe de nous tracasser, mais c'est tout simplement parce que ceux-là qui veulent nous asservir ont intentionnellement tout fait pour nous déconnecter de notre source ancestrale, de notre origine ancestrale. Et comme ça, on peut facilement déstabiliser les gens, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau psychique, qu'au niveau social. Si on n'a plus de repères, eh bien, on est perdu. Et c'est ça qui m'a motivé à me dire, mais je vais donc faire un petit ouvrage de moins de 100 pages, parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas tellement lire. Certaines personnes préfèrent plutôt que les communications soient en audiovisuel, mais en condensant. Ah, votre micro, on vous entend plus. Votre micro, monsieur Folipo. Votre micro. Votre micro, monsieur Folipo. Votre micro, on ne vous entend plus. Votre micro. On ne vous entend plus. Votre micro. Votre micro a l'air
Ok. Alors, est-ce que vous pouvez descendre et remonter? Ah, allez-y, parlez, voir. Oui, donc Ok, c'est bon. voilà, Allez-y. voilà grosso modo comment l'idée de la rédaction de cet ouvrage est Ok, merci. J'espère que ça va aller mieux dans les quelques minutes qui viennent. Donc, ma première question était ce besoin légitime hein, de se ressourcer dans ces valeurs du passé est une question fondamentalement existentielle pour vous? oui, de par ma propre expérience ici en Occident, j'ai constaté que effectivement, lorsqu'on oublie de se ressourcer dans le passé et surtout de questionner la raison d'être des choses, la raison d'être des faits, la raison d'être des pratiques, eh bien, on ne peut pas avoir des repères solides. Et c'est ça qui, depuis 1995, m'avait guidé à questionner et toujours questionner les choses. Et heureusement que mes, mes questionnements sont arrivés au niveau des gens qui pouvaient m'apporter les bonnes réponses. Et ce sont donc toutes ces réponses-là que j'ai essayé donc de condenser dans cet ouvrage. Merci beaucoup. Je rappelle que notre invitée de demain, Madame Georgia Merci, auteur de la critique sur Barracoon, est parmi nous ce soir et tenait à écouter notre invité sur l'œuvre qu'il vient nous présenter ce soir pour peut-être interagir avec lui un peu plus tard. Elle tenait absolument à être présente et vous aussi, je crois savoir que vous avez eu à parcourir la critique que je vous ai soumise en début de semaine. Elle sera aussi notre invitée demain et vous êtes invité aussi, Monsieur Folipo, à venir interagir avec elle le cas échéant. En tout cas, c'est ce genre de rencontre que nous prônons ici et sur lequel nous continuerons de nous baser. Alors, l'ouvrage veut réhabiliter l'ancestralité africaine, montrer sa cohérence interne et proposer des instructions pratiques pour renouer avec ses fondements. Est-ce que pour vous, nous avons perdu nos fondements? Oui, excusez-moi d'être un peu, de mettre le pied dans le plat et puis d'être un peu brutal pour commencer. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut. D'accord. Et nous savons tous que nos ancêtres, depuis la nuit des temps, sont les inventeurs de l'écriture, sont les premiers à comprendre comment l'univers fonctionne, comment l'univers est régi par des lois, par des principes. Donc, ça, c'est bien établi à travers beaucoup de travaux en égyptologie, en anthropologie, en histoire. Ça, c'est bien établi. Mais il est malheureusement, on constate que depuis que les religions dites abrahamiques ont eu à prendre le dessus des choses depuis un certain moment, eh bien, on a tendance à constater que c'est comme si
l'humanité a commencé à exister il y a seulement 2500 ans. Bon, alors que l'humanité a commencé avec nous en terre kamite, et c'est nous qui sommes à l'origine de l'histoire de l'humanité. C'est nous qui pouvons donc dire pourquoi le monde fonctionne comme ceci et comme cela, et quelle est la raison d'être de ceci et de cela. Bon, donc, nous avons constaté que les religions que j'appelle les religions du livre, qui ont été déversées sur nous en Afrique, ont tendance à effacer notre mémoire collective depuis des millénaires. Alors que il suffit tout simplement de fouiller dans cette mémoire-là pour trouver beaucoup de réponses aux questions qui se posent, aux questions existentielles qui se posent aujourd'hui à nous. Et c'est là où je me suis dit que maintenant, il faut de façon systématique retracer les choses, aider les gens à remonter donc les choses et de façon à se restaurer eux-mêmes. Et pas question d'aller se faire instruire ici ou là, mais non. La réponse se trouve en nous-mêmes si on sait tout simplement se poser les bonnes questions. Voilà ma démarche. Merci beaucoup. Alors, pendant la lecture, qui est très bien structurée, le livre est organisé en trois grandes parties que je recense. Les fondements rationnels de l'ancestralité kamite et négro-africaine, le rôle de la génétique, de la généalogie et des lignées dans la spiritualité, l'importance des mécanismes communautaires et de la reproduction générationnelle, le concept de réincarnation appelé Amezozo Doto, je prononce bien, j'espère. Je peux peut-être apporter quelques rectificatifs si nécessaire, mais c'est déjà bon. Ok, vous le ferez dès que j'aurai fini ce petit résumé, ce petit condensé. Alors, le concept de réincarnation, Amezozo Doto, comme continuité de la lignée. Ensuite, l'ancestralité comme lien entre morts, vivants et descendants. Description des plans spirituels, appelé Séphé, qui correspond au monde des origines. Le Fato, qui correspond au champ éthérique. Et le Poli, qui correspond au plan prénatal. Le Kla, qui est le cycle d'évolution de l'âme. Le rôle du Bo, qui est le champ prénatal existentiel, et de l'Abba, qui est l'égrégore, l'ambiance, en quelque sorte. Alors, la description des mondes post-mortels, Avlimé, Siéphé, et la troisième partie, c'est la pratique culturelle autour de l'ancestralité, l'instruction pratique pour le culte des ancêtres. Distinction entre culte des ancêtres et culte de force cosmique. Dans la vision kémite, l'ancestralité n'est pas seulement un souvenir, mais une structure vivante qui relie les morts, les vivants et les descendants à travers des plans comme le Séphé, le Fato ou le Poli. Comment expliquez-vous dans nos sociétés africaines contemporaines la rupture de ce lien sacré et surtout, quelles pratiques concrètes devons-nous restaurer pour que la génétique, la lignée et le culte des ancêtres redeviennent des forces de souveraineté spirituelle et communautaire, Monsieur Folipo? Merci pour la question ou merci pour les questions. Et notre problème aujourd'hui en tant qu'Africains, excusez-moi de le dire ainsi, Africains occidentalisés, mais c'est que d'abord, on a
on a essayé de nous faire croire que tout ce que nous faisons au niveau de la spiritualité chez nous, c'est du folklore, comment je peux encore le qualifier, c'est de la superstition, que cela n'a pas de valeur. Bon, donc ceux-là qui pendant longtemps ont cru à ce discours-là, comme quoi ce que nous faisons concernant la notion d'ancestralité, la notion eh bien, c'est du folklore, c'est de la superstition. Ceux-là qui ont cru pendant longtemps à tout cela sont tombés dans un grave piège. C'est le piège du reniement de soi. Parce que lorsque nous avons notre sang en nous, le sang que nous avons en nous, mais c'est le lien direct avec ceux-là qui nous ont mis au monde. Et ceux-là qui nous ont mis au monde ont aussi hérité ce sang-là d'autres précédents. Donc, de ceux-là qui les avaient mis au monde. Et on peut donc remonter la chaîne comme ça jusqu'à l'infini. Deuxièmement, dans notre conception, dans notre compréhension du monde, nous, en tant que Kamites, en tant que Africains, dans notre conception du monde, eh bien, un individu seul ne peut pas exister. Une personne doit toujours exister en communauté. Donc, ça peut être une communauté disons, biologique. Donc, on est né dans une famille, et on est né dans une lignée et on appartient donc automatiquement à cette communauté, ou bien on est adopté par cette communauté et de cette façon, eh bien, les valeurs de cette communauté sont aussi ainsi acquises, sont aussi ainsi assimilées. Bon, donc, nous, Africaines et Africains, Kamites, voilà notre compréhension du monde, notamment aussi longtemps que nous avons le sang qui coule dans nos veines. Ce sang-là nous rappelle à chaque fois que nous avons hérité ce sang, mais de nos prédécesseurs. Et de deux, nous appartenons toujours à une communauté, que ce soit biologique ou bien par adoption. Et troisièmement, nous n'arrivons pas ici dans la vie comme un disque vierge. Nous sommes arrivés dans la vie ici-bas et avec beaucoup d'informations, puisque nous portons en nous le sang de nos prédécesseurs. Donc, ce sang-là contient des informations génétiques, et il faut donc pouvoir traduire ces informations-là en des actes. Donc, nous sommes venus ici pour traduire donc ces informations-là en des actes, en apprenant donc au quotidien comment la vie se passe ici, ici-bas. Bon, donc, est-ce qu'il y aurait d'autres comparaisons avec d'autres cultures depuis l'Égypte antique, par exemple? Le problème est que, étant donné que nous, peuple kamite, peuple noir, peuple d'Afrique,
nous sommes à l'origine donc de toutes ces connaissances, de cette compréhension profonde. Eh bien, d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres peuples avaient eu à venir se mettre à notre école, à venir apprendre chez nous. Et c'est ainsi que la notion d'ancestralité a fini par être adoptée par les Hébreux, par exemple. Le peuple hébreu, c'est bien écrit dans la Bible, les Hébreux étaient venus en Égypte se mettre à l'école des Noirs. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas Kofi Folipo qui l'invente. Par la suite, d'autres peuples, notamment les Grecs, sont venus aussi se mettre à l'école des Noirs chez nous en Égypte. Bon, encore que il faut peut-être faire une précision importante. L'Égypte est l'aboutissement d'un long processus civilisationnel. L'Égypte pharaonique, ce n'est pas le commencement de l'histoire, non. Tout avait commencé depuis les latitudes du Kenya, avant d'arriver en Nubie et puis se peaufiner finalement en Égypte. Donc, c'est un long processus. Est-ce que vous voyez? Très bien. L'Égypte serait une sorte de finalité qui va servir aussi de base pour les cultures et les civilisations après. Exactement. Très bien. Alors, en parcourant cette œuvre, la monographie centrale que je relève et que vous défendez est que les peuples noirs ont développé des systèmes spirituels cohérents, anciens et raffinés, fondés sur la mémoire génétique, les lignées et la transmission initiatique. La chute de l'Égypte pharaonique a entraîné 3 phénomènes destructeurs. Le défaitisme, fausse modestie politique, amnésie historique. Les traditions africaines ont été diluées, déformées ou récupérées par les régions abrahamiques, notamment à travers la transformation des ancêtres en saints. L'exemple cité, la conséquence fatale de ce phénomène est la fragmentation des structures socio-politiques africaines. Lorsque vous affirmez que la chute de l'Égypte pharaonique a provoqué le défaitisme, la fausse modestie politique et l'amnésie historique, comment expliquer que ces fractures aient permis la dilution des traditions africaines au point que nos ancêtres soient transformés en saints dans les religions abrahamiques? Et surtout, comment reconstruire aujourd'hui des structures sociopolitiques africaines solides face à cette fragmentation que vous qualifiez de fatale, Monsieur Folipo? Et je vois la question, je vois plutôt 2 questions à travers votre intervention. Il y en a effectivement 2. Oui, voilà. Allez-y pas à pas. Oui. Le premier aspect, la première question concernant la manière dont on a tenté disons, de prendre nos ancêtres et de les transformer en des saints. Non, ce n'est pas ça l'objet de mon ouvrage. Non, au contraire. L'ouvrage explique plutôt que la judéo-chrétienté s'est inspirée de la manière dont nous, peuple kamite, peuple africain, avons toujours honoré nos ancêtres et les avons toujours divinisés. Parce que lorsqu'un ancêtre a atteint
un haut degré de plénitude, eh bien, il faut considérer cet ancêtre-là comme une forme du divin. Et il faut donc lui réserver donc cet honneur-là. Bon, donc, c'est ce que d'abord les Hébreux, ensuite les Romains avaient copié chez nous, chez nos ancêtres en Égypte, en commençant à parler donc de saints. Parce que si on parcourt un tout petit peu l'histoire, si on parcourt un tout petit peu la genèse du judaïsme, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le judaïsme est né de ce qu'on appelle le yavisme primitif. Peut-être qu'il va falloir peut-être faire un petit ouvrir des petites parenthèses pour dire ce que c'est que le yavisme primitif. Allez-y, faites-le, monsieur Folipo. On est là pour ça. On veut tout connaître, tout savoir. Au fait, lorsque les Hébreux étaient venus chez nos ancêtres en Égypte, donc disons du 13e au 12e siècle avant l'ère chrétienne, mais les structures sociales, les structures spirituelles étaient déjà bien solides en Égypte quand ces peuples-là, qui étaient des nomades, qui venaient donc bénéficier donc de l'hospitalité de nos ancêtres en Égypte, bon, lorsqu'ils venaient là, c'était pour se mettre à l'école de nos ancêtres. Bon, donc, lorsque ils arrivaient, il y avait des structures de formation, des structures d'enseignement. Sûrement que certains parmi vous ont déjà entendu parler de ce que nous appelons en égyptologie le Père Ankh. Le Père Ankh, les maisons de vie. Les maisons de vie, oui, donc c'était des croix de Ankh, notamment. Hein. Voilà. Donc c'est des structures, c'est comme une sorte d'académie où on formait les gens de façon polyvalente. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est de cette manière-là que ceux-là qui venaient se mettre à cette école sont entrés en contact avec les concepts, les notions spirituelles de nos ancêtres. Bon, donc, et c'est comme ça que ils ont commencé à entendre parler de Yahweh. Et lorsque on parle de Yahweh, beaucoup aujourd'hui ne voient pas le lien entre le Yahvé des Hébreux et le Yahweh chez nous les Hébreux. Or, c'est un emprunt direct. Donc, Yahweh, j'ai eu à l'expliquer de fond en comble dans l'ouvrage. Ça, c'est un mot composé typiquement hébreu. Donc, ça veut dire que le cosmos, le cosmos est considéré comme un abîme très profond. Donc, le trou noir, le fameux trou noir, qu'il faut appréhender, donc un trou noir, le V. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Oui, un trou noir qu'il faut appréhender de façon méthodique, pas à pas, en procédant par raisonnement systématique. Donc, donc raisonnement méthodique, raisonnement systématique, Donc,
c'est un mot composé typiquement évé, mais Évé. qui était Et qui a été transformé utilisé. au fil des années, des temps, par Yahvé. C'est ça. C'est ça. Donc, Yahvé ne désignait pas, ou ne désigne pas, jusqu'à aujourd'hui, ne désigne pas un Dieu, non. Plutôt une façon de comprendre le cosmos, une façon d'approcher, d'appréhender le cosmos, pas notre intellect, pas notre intelligence. C'est ça. Donc, Est-ce qu'il y a une concomitance avec la spiritualité Dogon? bien sûr, bien sûr. Les Dogons, les Dogons, et tous les peuples de l'ère culturelle, mais ils partageaient le même espace jadis. Donc, il n'y a pas de, ce qui fait que il n'y a pas de, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ce qui fait que lorsqu'un un fond, un évé, un aposo rencontre aujourd'hui un Dogon, mais on se comprend rapidement sur le fondamental. Bien sûr. Et effectivement, la spiritualité et savoir Dogon repose sur leur système de pensée et de la profondeur rare qu'elle nous fait, à laquelle elle nous fait penser. Hein. Les Dogons, ils concevaient ou conçoivent, on peut le dire encore, l'univers comme une création ordonnée issue du dieu Ama. Leur mythologie évoque les nomos, êtres aquatiques civilisateurs, symboles de la parole et de la connaissance. Et leur calendrier surtout et leurs rites agricoles sont liés au cycle cosmique, notamment à Sirius, qu'ils connaissent avant même l'astronomie moderne. On est vraiment Exactement. plus que des précurseurs. Exactement. Voilà la similitude frappante que tu viens de souligner. Chez nous, en milieu élevé, par exemple, moi je suis un dignitaire du culte de Nyigblin. Nyigblin, eh bien, c'est le culte dédié à ces 3 étoiles fixes qu'on appelle dans l'astronomie moderne, dite moderne, Sirius. Bon. Et c'est la même chose qu'on retrouve chez les Dogons. Incroyable. Alors, Oui. en parcourant cette œuvre, vous voulez continuer sur... Non, je non, continue. je peux fermer cette parenthèse. Ok, parfait. Alors, la contribution, ou en tout cas celle que moi je trouve essentielle de ce livre, est de réhabiliter la spiritualité kamite comme système rationnel, structuré et millénaire. Montrer que les pratiques afro-descendantes, Caraïbes, Amérique, Brésil, sont des résurgences directes de l'Égypte antique. Proposer une méthodologie pratique pour renouer avec les ancêtres et les forces cosmiques. Ensuite, l'importance de l'autobiographie que l'auteur, bien évidemment, a voulu nous soumettre, c'est que ce manuscrit consacre une longue section à la généalogie spirituelle et mystique. Monsieur Kofi Folipo montre qu'il s'inscrit dans une lignée de mystiques, Rubonu, de thérapeutes, Amagba, de prêtres et prêtresses, gardiens de cultes millénaires. Cette généalogie sert de preuve vivante de la continuité des traditions. Il s'agit ici d'un message fort envoyé à tous les Togolais et Africains que nous sommes. L'Afrique doit réapprendre de l'original ses propres traditions, ce que la copie, les systèmes importés a déformé. La restauration de la dignité africaine passe par
la reconnexion aux ancêtres, la compréhension des plans spirituels, la réappropriation des pratiques culturelles, la réécriture de l'histoire à partir de sources africaines, bien évidemment. Alors, Monsieur Pholipo, fort de ce résumé à laquelle j'ai voulu que vous participiez en y insérant quelques questions, dans votre ouvrage, vous affirmez que la chute de l'Égypte pharaonique n'est pas une défaite militaire, mais le résultat d'un métissage non maîtrisé et de lutte interne. Pensez-vous que l'Afrique contemporaine est en train de revivre ce même scénario de l'intérieur? Exactement, exactement. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé donc de publier cet ouvrage en ce moment précis, parce que nous avons constaté que c'est la méconnaissance de notre histoire qui fait que beaucoup parmi nous répètent certaines erreurs au lieu d'apprendre donc du passé pour éviter les erreurs. Et j'ai parlé effectivement de métissage maîtrisé et de métissage non maîtrisé dans l'ouvrage. Et c'est effectivement le phénomène que nous vivons aujourd'hui. Regardez vous-même comment des gens arrivent aujourd'hui en terre kamite, chez nous au Togo, en Côte d'Ivoire, au Congo, et c'est au Cameroun aussi. Au Cameroun, oui. Et c'est eux qui veulent commencer à vous dire comment vous devez vivre dans ce pays, comment vous devez vous comporter. Et pire, c'est eux qui font mes basses sur nos terres et veulent commencer à nous vendre nos propres terres. Et c'est là où le phénomène devient hautement dangereux. Parce que la terre et l'homme, c'est un lien sacré. Ceux-là qui arrivent aujourd'hui chez nous et qui pensent qu'ils peuvent vendre des terres, donc comme du bien commercial, mais ils n'ont pas de lien sacré avec nos terres. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Alors, question subsidiaire. Donc, qui a intérêt à notre amnésie? Mais effectivement, ceux-là qui veulent nous voir disparaître. Parce que les discours sont directs. On entend toujours l'Afrique sans les Africains. Ils ne s'en cachent même plus. Bien sûr, vous croyez à cette grande théorie du grand remplacement? Mais c'est ça. Bon, or, ces gens-là n'ont pas un lien sacré avec la terre chez nous. Or, nous avons un lien hautement sacré avec la terre chez nous. C'est ça la différence. Bon, donc, eux, ils viennent en tant que commerçants, donc, c'est le même phénomène qui s'était produit en Égypte à l'époque. C'est-à-dire que les gens sont arrivés et ils n'ont pas eu la patience d'assimiler les valeurs du terroir, donc d'être suffisamment intégrés, donc d'assimiler donc proprement les valeurs. Bon, avant de vouloir devenir ceci et cela. Et c'est ça qui a entraîné une désorganisation de la société en Égypte. Et c'est le même phénomène qu'on revit aujourd'hui. C'est pour cela que je me suis dit, ah non, il faut tirer sur la sonnette d'alarme, comme quoi nous devons apprendre de notre histoire, nous devons apprendre de notre passé. On doit surtout se battre pour conserver ces valeurs ancestrales. Alors, notre invité, normalement de demain, qui voulait absolument assister
à cette émission du jour ne pouvait plus attendre dans les commentaires. Elle crépignait, elle avait les fourmis dans la bouche. Elle a beaucoup à vous demander. On l'a laissé monter. Elle va alors, dès lors, échanger avec vous, Monsieur Folipo. Je vous présente Madame Georgia Merci, auteure chercheuse Merci. béninoise, auteure de la critique Barracoon, sur laquelle nous aurons une émission demain. Bonsoir, Tata Georgia, bienvenue à toi. Bonsoir, tonton Vincent. Bonsoir, tonton Tavio. Bonsoir, Pyramid of Yehweh. Ah, il y a Pyramid of Yehweh. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien, monsieur Folipo. Je vais bien, Tata. Je fais mon micro et je reste là. Ok, donc tu interviens à chaque fois que tu trouves nécessaire, Tata. Comme d'habitude, tu es chez toi ici. Alors, Monsieur Folipo, vous parlez d'une amnésie historique volontairement installée après l'abandon de l'écriture. Selon vous, qui a profité et profite encore de cette rupture avec notre mémoire écrite? Effectivement, lorsqu'on parcourt la littérature scientifique occidentale, et on lit très souvent que oui, nos cultures, c'est la culture de l'oralité, et que bon les peuples africains n'ont pas de culture de l'écrit, ce qui est faux, ce qui est absolument faux. C'est une légende. C'est des légendes, c'est des mythes. Je l'ai démontré dans mon écrit comme quoi, lorsque une branche au sein du peuple élevé, par exemple, s'appelle Anglon, et Anglon, ça veut dire ceux-là qui savent écrire. Anglon, ça veut dire écrire. Donc, c'était des scribes. Donc, les évêques étaient des scribes. Depuis la Nubie jusqu'à l'Égypte, il y avait donc des castes de scribes. Et c'est ce qui fait que il y a des techniques, il y a des méthodes pour permettre aux gens de savoir bien écrire, de savoir bien mémoriser, de savoir bien écrire. Et cette tradition a été perpétuée au fil des millénaires. Bon, donc, Anglon, par exemple, ça veut dire ceux qui savent écrire. Et donc, contrairement au mythe qu'on a inventé tout récemment, comme quoi un patriarche qui s'appellerait Regna et patati patata, ça c'est pour amuser la galerie. Mais les gens s'appelaient Anglon avant même de s'installer à Keto, de s'installer à Dobo, de s'installer à Ngotien, et puis par la suite de s'éparpiller ici et là. Bon, bref, voilà un cas concret qui démontre que mais les nôtres savaient que si on n'a plus la possibilité d'écrire, on peut quand même avoir les moyens de conserver la mémoire collective. Il y a donc des techniques pour conserver la mémoire collective. Non. Et heureusement que dans les milieux spirituels et mystiques, nous avons toujours ces pratiques-là qui nous permettent donc de retrouver donc les informations enfouies dans la mémoire collective il y a 5000 ans, il y a 6000 ans. On peut facilement réactiver ça. En tout cas, on espère retrouver le chemin de nos ancêtres. Alors, à travers cette œuvre, vous décrivez la fausse modestie politique, je l'ai dit, en avant ou en arrière, comme un poison qui a fragmenté les structures africaines. Aujourd'hui, cette modestie n'est-elle pas devenue une stratégie imposée
pour empêcher l'émergence de puissances africaines souveraines? Effectivement, lorsque nous constatons aujourd'hui que les gens nous parlent de certaines organisations politiques en Afrique, telles que la CEDEAO, telles que l'Union africaine, bon, et que ces organisations politiques doivent se rimer ou bien se mettre au pas de ce que l'Union européenne veut, ce que l'OTAN veut, bon, eh bien, ça c'est de la fausse modestie. Nous devons être ce que nous sommes. Comme Bob Marley l'a dit dans une chanson, We are what we are. Nous sommes ce que nous sommes. Et nous resterons aussi ce que nous sommes. Il y a une phrase oui, il y a une phrase que je trouve très forte. Hein. La copie doit réapprendre de l'original. Qui, selon vous, incarne aujourd'hui la copie et qui empêche l'Afrique de redevenir l'original tel qu'elle était? Mais c'est tout le brouhaha abrahamique là et qui embrouille le monde entier aujourd'hui, et avec des mosquées, des églises ici et là. Alors que c'est à eux de revenir vers nous, nous demander mais comment les choses ont commencé. Mais tout ce qu'ils racontent là dans les religions abrahamiques, la Trinité, mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous expliquer de la Trinité et que nous ne connaissions pas? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de la notion de la Trinité et que nous ne connaissions pas? Bon, donc, c'est à eux de revenir vers nous, se mettre à notre école pour que nous leur expliquions que, vous savez, l'univers fonctionne sur telle loi et tel principe, les segbo, hein, les lois fondamentales, les segbo. Bon, et c'est comme ça que l'univers fonctionne. Et si on veut vivre en harmonie avec l'univers, voici les lois fondamentales à connaître, mais pour que les choses aillent de façon harmonieuse. Regardez vous-même tout le désordre, tout le chaos créé aujourd'hui dans le monde entier à travers de fausses manipulations, de fausses... Un exemple banal. Vous connaissez l'histoire de la vache folle, la maladie de la vache folle, n'est-ce pas? Oui, on se souvient tous. Voilà. Bon, comment des gens qui... on suppose qu'ils connaissent ou qu'ils peuvent comprendre les lois fondamentales de mère nature. Comment des gens qui sont supposés comprendre ou supposés connaître les lois fondamentales de mère nature peuvent aller donner des carcasses de porc à des bovins, à des vaches. C'est terrible. Mais si ces gens-là comprenaient vraiment la loi naturelle, hein, ou les lois naturelles qui régissent l'univers, ils doivent comprendre que maintenant, les vaches, c'est des herbivores, ils ne doivent pas manger de carcasses de porc, donc on ne peut pas leur donner de carcasses de porc. Mais parce que c'est des gens ils ne comprennent rien, ils comprennent rien des lois fondamentales de mère nature. Donc c'est pour ça qu'ils font tout et de travers. Et autre exemple,
je ne suis pas contre les sentiments de X ou de Y. Bon, on nous dit aujourd'hui que un homme ou bien une personne de sexe masculin peut se marier avec une autre personne de sexe masculin et on peut même aller en Ukraine fabriquer des bébés pour eux qu'ils peuvent adopter. Bon, est-ce que Mère Nature a fait, ou bien, comment je peux le dire, fait les choses de telle façon que bon, ben, un homme puisse aussi enfanter un enfant avec un autre homme pour que la nature humaine puisse continuer à procréer. Est-ce que cela est normal? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà. On peut parler donc, de calamité c'est des gens qui ne comprennent rien des lois fondamentales de Mère Nature. Donc, les Segbo, c'est pour ça que lorsque nous voulons prier Dieu, nous disons Segbo. Hein? Donc, c'est les lois fondamentales qui gouvernent Mère Nature. Mais c'est des gens qui ne comprennent rien à tout cela, mais qui veulent jouer je sais pas comment même les qualifier. Bon. Et vous voyez tout le désordre, toute la menace qu'ils font abattre sur l'humanité entière et sur Mère Nature tout entière aujourd'hui. Il y a un problème. Alors, plus loin, en parlant de la génétique comme archive sacrée, vous affirmez que la mémoire collective s'est déplacée vers la codification génétique. Est-ce une manière de dire que même quand on nous a pris terre, langue, livre, nos corps ont continué de résister? Est-ce qu'on résiste encore, Monsieur Philippe? Absolument. Voilà l'un de mes messages très forts que je veux faire passer à travers cet ouvrage. Merci d'avoir saisi l'essentiel ainsi. Merci. Et c'est important. On est en résistance, l'Afrique et l'homme noir aujourd'hui. Pendant combien de temps pouvons-nous résister ainsi? Aussi longtemps que nous, en tant que Kamites, en tant que peuple noir, en tant qu'afro-descendants, nous sommes conscients que nous avons une mission sacrée, celle de préserver non seulement l'humanité, mais de préserver la création divine. Aussi longtemps que nous sommes conscients de cette mission-là, eh bien, nous avons toujours la force de résister. On espère tenir encore longtemps jusqu'à inverser la tendance que nous connaissons tous aujourd'hui. Alors, s'agissant des ancêtres transformés en saints, vous montrez aussi comment les ancêtres kamites ont été remplacés par des saints judéo-chrétiens. Est-ce, selon vous, la plus grande opération de colonisation spirituelle de l'histoire africaine et peut-être de l'histoire de l'humanité? Effectivement, la chose s'est passée à deux niveaux. Premièrement, cela avait d'abord commencé avec les Hébreux, ensuite les Romains. Donc, les Hébreux avaient compris que oui, nos ancêtres en Égypte pharaonique, donc quand nous parlons d'ancêtres, c'est-à-dire ces personnalités qui, à travers leur maturité, leur haute maturité spirituelle, ont illuminé non seulement leur communauté, mais l'humanité entière. Eh bien, ces personnalités ont toujours été vénérées au fil des âges. Donc, les Hébreux avaient compris que oui, cela servait donc de bon exemple. Par la suite, les Romains avaient aussi
copié cela. Mais seulement, leur malhonnêteté, c'est que bon ben, ils ne sont pas allés dire que ben, nous avons copié ça chez les Noirs. Ils ont commencé à faire croire que c'est eux qui ont inventé l'idée d'honorer les personnalités qui constituent des phares ou des lumières dans les communautés. Et ils ont commencé donc à imposer plutôt leur personnalité comme étant celle-là que tout le monde doit accepter dans le monde. Donc, partout aujourd'hui dans le monde, eh bien, c'est plutôt leur personnalité qui constitue en quelque sorte les références que tout le monde sur Terre doit accepter, doit adopter. Alors que mais, ce sont nos ancêtres très illuminés, très éclairés, qui étaient plutôt les précurseurs, qui étaient ceux-là qui constituaient donc les phares. Et c'est pour cette raison-là que le culte des ancêtres a pris naissance chez nous. C'est ça. Bon, donc, ils ont copié, donc, ça a commencé d'abord avec les Hébreux, ensuite avec les Romains, ils ont copié le culte des ancêtres chez nous, et qu'ils ont donc travesti, et en commençant à parler de saints chez eux. Bon, alors que nos ancêtres qui ont atteint donc un degré très élevé de divinité, hein. Nous, divinité. On n'a pas de saints, on a des divinités. C'est au-dessus des saints. C'est ça. Bon, donc, ils sont vénérés. Donc, nos ancêtres sont vénérés. Bon, eux, ils ont commencé donc, après avoir copié cela chez nous, ils ont commencé à parler de saints. Bon, donc, disons, une tricherie qui a mal tourné, quoi. C'est ça. Évidemment. Alors, dans votre corpus, s'agissant du rôle des élites africaines, vous avez une analyse s'agissant de la fragmentation politique post-Kemet. Elle est aussi due à des choix internes. Les élites africaines actuelles sont-elles en train de répéter les erreurs des dynasties tardives de l'Égypte qui a précipité la chute? Oui, effectivement. Parce que les élites politiques aujourd'hui en Afrique ont cette paresse intellectuelle qui les empêche de se ressourcer dans notre histoire, dans notre patrimoine. C'est parce que les gens refusent de se ressourcer dans notre histoire, dans notre passé, dans notre patrimoine, mais qu'ils pensent que c'est eux qui vont aujourd'hui inventer quelque chose de nouveau ou bien aller copier quelque chose ailleurs et replaquer chez nous, alors que maintenant, nous avons déjà tout. Nous avons en principe déjà tout dans notre corpus. Il suffit tout simplement de se ressourcer dans notre corpus et puis on a la solution à nos problèmes. Tout ce qu'on raconte là, démocratie, droits de l'homme, mais depuis quand l'Occident connaît la démocratie et les droits de l'homme. C'est ça. On sait que les droits de l'homme existaient bien avant leur apparition en Occident. C'est une pâle copie de la charte du mondaine, bien évidemment. Alors, le retour des cultes ancestraux, vous décrivez des résurgences des rituels kamites dans les Amériques et les Caraïbes. Pourquoi ces renaissances se produisent-elles plus fortement dans la diaspora qu'en Afrique même? Pour deux raisons.
Premièrement, j'ai mentionné que ces informations sont codées génétiquement en nous. Donc, partout où nous passons, si on est toujours conscient donc de son ancestralité, ça peut se réveiller chez les uns et les autres, et puis de façon subite, on commence donc à réactiver ces pratiques-là. Et de deux, nous sommes actuellement à un tournant très décisif de l'histoire de l'humanité où nous, peuple kamite, peuple noir, nous devons donc prendre nos responsabilités. Donc, c'est le moment plus que jamais pour nous de prendre nos responsabilités, et heureusement que les uns et les autres, ici et là, ont compris cela et on saisit donc cet éveil et prennent leurs responsabilités en mettant donc en exergue nos valeurs qui sont au fondement de la survie de l'humanité, de la survie de la création divine. Et c'est ça qui est encourageant, qui est salvateur. On espère du tout cœur. Alors, vous identifiez par ailleurs le défaitisme comme le premier poison mental après la chute de Kemet. Comment sortir de ce défaitisme quand les systèmes éducatifs africains valorisent davantage les références extérieures, exogènes, que les références endogènes? Voilà le grand défi que nous devons relever. Parce que depuis longtemps, les gens ont toujours minimisé ce qui vient de chez nous. Les gens ont toujours cru que ce qui vient de chez nous, ça, ce n'est pas la qualité. Ça, ce n'est pas ce qu'il faut utiliser. On préfère toujours, faire venir ce qui vient d'ailleurs. Bon, donc notre défi à relever est de mettre en lumière ce qui vient de chez nous, comme quoi, et ce qui vient de chez nous est d'ailleurs mieux que ce que vous voulez aller copier ici et là. Je donne un exemple banal. Moi, je suis ingénieur en informatique de profession. Je suis ingénieur en informatique de profession. Le codage binaire, j'étais stupéfait de constater plus tard que c'est cela et que nous avons dans la pratique d'AFA ou de FA. Le codage binaire. Donc, oui, les études ont montré que ça remonte à des millénaires. Hein. C'est ça. Bon. Donc, lorsque quelqu'un vient maintenant en consultation chez moi et je lui fais donc le FA. Je dis oui, voici les combinaisons, voici les constellations, et je commence à lui donner les interprétations. Mais il ne va pas prendre cela au sérieux, mais si je me mets devant mon ordinateur et je lui dis, oui, j'ai trouvé là 16 bits, j'ai trouvé là 256 bits, et j'ai trouvé là 512 bits, là, rapidement, ils vont dire que oui, ça c'est scientifique ou c'est du propre. Alors que c'est la même chose. C'est la même chose. Tout à fait.
Ils ont réécrit l'histoire. Hein. On rappelle C'est que ça. le système binaire tel qu'on l'utilise aujourd'hui, donc 0 et 1, a été formalisé en 1703 par le philosophe et mathématicien allemand Leibniz. Il y Leibniz, voyait, oui. Ouais, voilà. Leibniz, il y Leibniz, voyait oui. une manière simple de représenter tous les nombres, un C'est langage ça. universel, une C'est ça. métaphore du monde créé à partir du néant. Donc C'est ça. 1 égale être, 0 égale non-être. Non. C'est ce Non, système être. C'est ça. non-être, c'est ce C'est système que l'informatique adoptera au XXe siècle, hein, C'est car ça. les machines électroniques fonctionnent naturellement avec deux états, courant, Exactement. pas de courant. Mais Exactement. en réalité, la pensée binaire est beaucoup plus ancienne. Bien avant Leibniz, plusieurs civilisations avaient déjà développé des systèmes duaux fondés sur deux états fondamentaux. La Chine ancienne de Yi Jing, livre des mutations, daté d'au moins 3000 ans. Il utilise des traits pleins et brisés, équivalents Exactement. de 1 et 0. Leibniz Exact. lui-même a reconnu que le Yin Jing l'avait inspiré. Et ensuite, nous avons l'Afrique qui a, par ses systèmes de divination et logique duale, dans plusieurs traditions africaines, on retrouve des systèmes binaires avant l'heure. Dogon, du Mali, on en a parlé C'est ça. tout à l'heure, C'est ça. la cosmologie repose sur des paires complémentaires, jumeaux, C'est ça. nomos, eau, feu, parole, Exactement. silence. Exactement. Leur Exactement. système de signes dans la divination utilise des configurations duales. Ifa, Fa, Afa, Yoruba, Fon et V. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est absolument pharaonique. Le système divinatoire Ifa repose sur 256 signes, 16 fois 16, exactement C'est comme un octet informatique. Et C'est ça. chaque signe est composé de 2 colonnes de 8 positions, chacune pouvant être ouverte ou fermée. Un pur système binaire. Les informaticiens modernes ont souvent souligné la proximité structurelle entre IFA et le codage binaire. Ce n'est pas de l'informatique, mais c'est une logique binaire ancestrale Binaire, fondée c'est ça. sur des combinaisons de deux états. Absolument fantastique. Nous sommes des précurseurs et nous devons définitivement en être fiers. Vous identifiez aussi, à travers votre ouvrage, le projet politique derrière la spiritualité. Dans votre livre, vous parlez de généalogie, de cosmologie, de culte, mais en filigrane, il parle aussi de pouvoir, bien évidemment. La réhabilitation de l'ancestralité kamite est-elle, selon vous, un projet spirituel ou un projet politique de souveraineté africaine, voire les deux? Et les deux. Parce que dans la compréhension, la compréhension ancestrale kamite, la spiritualité est au fondement du politique. Donc, c'est grâce au spirituel que le politique peut agir avec éthique. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Bon, donc, si il n'y a pas une compréhension profonde de la valeur des êtres, des liens sacrés existants entre les êtres, s'il n'y a pas cette compréhension-là, au départ, bon, eh bien, la politique, ce serait, c'est pas comment dire, ce serait donc juste un jeu de carrousel. Bon, donc, il faut que l'homme politique ou la femme politique soit d'abord spirituel, et c'est seulement de cette manière. Mais
que son action peut être guidée par l'éthique. L'éthique qui dit je sers l'intérêt commun, je sers l'intérêt non seulement de la société, mais de la survie de la société pour des générations et des générations. Donc, j'ai une responsabilité, non seulement vis-à-vis de la société, mais aussi vis-à-vis de ceux-là qui doivent nous suivre plus tard. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Donc, spiritualité et politique, pour nous, eh bien, cela marche de pair. On ne peut pas les dissocier. Évidemment, on ne peut pas les dissocier. Il est temps, enfin, qu'on ouvre les yeux, mais surtout, nos dirigeants, on a beaucoup à attendre d'eux, mais nous constatons, notamment depuis les indépendances, que les différents dirigeants des pays africains sont plutôt en accointance, qui n'est plus à cacher aujourd'hui avec l'Occident. Est-ce que les peuples endogènes doivent définitivement renverser ces gouverneurs à la botte des Occidentaux pour espérer voir ressurgir toute notre ancestralité, Monsieur Folipo? Effectivement, il est impératif pour nous de nous réapproprier d'abord notre histoire, notre mémoire collective, notre culture, et parce que les envahisseurs arabes, les envahisseurs occidentaux, quand ils sont arrivés chez nous, c'est pour effacer notre mémoire collective, c'est pour effacer notre histoire, c'est pour détruire nos valeurs. Bon, donc, notre génération à nous a l'impérieux devoir de nous réapproprier notre histoire, notre mémoire collective, et nos valeurs culturelles, et tous ceux-là aujourd'hui qui sont dans l'arène politique dans nos pays, qui n'incarnent pas nos valeurs, qui n'incarnent pas notre mémoire collective, qui n'incarnent pas notre histoire, sont à balayer. Cela se passe, on n'a pas à discuter là-dessus. Parce que quelqu'un qui veut diriger notre société sans être en symbiose avec nous, avec notre histoire, avec notre culture, avec notre mémoire collective, il va nous diriger comment? Il va défendre nos intérêts de quelle manière? Voilà le grave dilemme que nous avons aujourd'hui dans nos pays en Afrique, à commencer par le Togo. Fort Gnassingbé, je profite ici pour lancer des pics en direction de Fort Gnassingbé. Ça va Fort venir. Gnassingbé. Allez-y, allez-y. Fort Gnassingbé. Fort Gnassingbé, qui se dit à la tête, qui se dit être à la tête du Togo. Est-ce que Fort Gnassingbé comprend quelque chose de ce qui se fait en pays kabien? Moi, j'ai travaillé pendant longtemps, pendant des années, dans le tourisme avant d'arriver ici en Europe, donc je connais assez bien le pays kabien. Est-ce que Fort Gnassingbé peut aller aujourd'hui, je sais pas, à Wangelo ou bien à Chichao ou bien ou encore passer juste 3 jours avec les gens dans leur concession, dans leur maison, et vivre avec eux et voir comment les gens vivent là-bas. Il ne le peut pas. Est-ce que Fort Gnassingbé, dont la maman est de chez moi,
Donc, Faure Gnassingbé, je suis un oncle à lui. Est-ce que Faure Gnassingbé a passé juste 2 nuits de suite chez nous, là-bas, à Agou Kumaou, une fois, pour savoir comment nous vivons au quotidien. Bon, si aujourd'hui je n'ai pas de sel, je peux demander aux voisins de me donner un peu de sel, et puis demain, si le voisin n'a pas de piment, mais je peux aussi lui donner du piment. Est-ce que Faure Gnassingbé a une fois vécu de telles situations? Bon, voilà des pantins, de pauvres pantins que l'Occident a fabriqués et a imposés à la tête de nos États pour étouffer notre renaissance, pour étouffer notre rédemption. Donc, des gens comme ça, on ne peut pas leur faire de cadeaux. Nous devons, avec tous les moyens, les dégager. C'est seulement de cette manière-là que l'Afrique peut renaître. Évidemment, Faure Gnassingbé n'est pas imprégné de la culture de son pays en général, mais surtout de sa région, celle du Nord. On ne le voit pas du tout impliqué dans la vie de la cité, sur le plan culturel notamment, sur le plan, comment dirais-je, du sport, sur le plan de quelques secteurs ou quelques domaines que ce soit. Il est déconnecté en réalité de ce qui se passe dans son propre pays, qui n'est pas aussi grand que ça. On rappelle qu'en France, une région est souvent plus grande que tout le Togo entier. C'est carrément déplorable. Monsieur Folipo, comment expliquer que l'Afrique ait accepté de remplacer ses propres ancêtres divinisés par des figures saintes importées, sans jamais interroger la violence symbolique de cette substitution? C'est ce que j'ai souligné, dans l'ouvrage notamment. Il s'agit d'une colonisation spirituelle et mentale. Vous voyez? Il s'agit d'une colonisation spirituelle et mentale. Et lorsqu'on vient chez nous dire que nos ancêtres n'avaient rien fait de bon, et que c'est les autres, c'est Saint Benoît, c'est Saint Paul, c'est Saint Pierre, et qui encore, qui sont les modèles à copier. Et puis, lorsque quelqu'un ne veut pas accepter cela, c'était avec violence qu'on lui imposait de l'accepter. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est comme ça. Bien. Voilà, c'est comme ça qu'on a tenté donc d'effacer la mémoire de nos dignes ancêtres. C'est terrible. Alors, votre livre suggère aussi que la domination religieuse a été plus efficace que la domination militaire. On en a parlé un petit peu avant. Absolument. Est-ce que cela signifie que l'Afrique continue aujourd'hui de pratiquer une spiritualité qui perpétue sa propre soumission culturelle? Exactement. Il y a 4 ans, j'avais publié un article dont le titre est « Est-ce que les nègres comprennent les religions abrahamiques ?» Parce que lorsque vous allez, c'est ça la subtilité dans la manière dont les Arabes et les Occidentaux nous maintiennent dans la domination. Lorsque vous allez prier les ancêtres des autres, vous donnez votre énergie spirituelle à l'égrégore Agba. On appelle ça en Agba. Vous donnez
votre énergie spirituelle, votre atché, hein, vous donnez votre atché, votre énergie spirituelle à l'égrégore appartenant donc aux ancêtres des autres. Et vous appauvrissez en ce moment-là votre propre égrégore. C'est ça le malaise au niveau spirituel, c'est ça le malaise en Afrique. Bon, aussi longtemps que nous irons toujours prier Sainte Marguerite, nous irons toujours prier Saint Paul, nous irons toujours prier Mahomet, nous irons toujours prier, c'est pas qui est, en oubliant que nos propres ancêtres avaient fait mieux que tous ces gens-là. C'est que nous gaspillons notre propre énergie spirituelle. Notre atché, voilà. Ils veulent nous affaiblir spirituellement, psychologiquement, moralement et même physiquement. Exactement. Voilà mon combat. Voilà tout mon combat spirituel. Alors, est-ce que les nègres que nous sommes, nous ne devons pas déplacer le combat sur le plan politique, idéologie, plutôt sur le plan spirituel et ancestral? C'est surtout d'abord sur le plan spirituel et idéologique avant de passer au niveau politique. Une fois que nous aurons réussi à comprendre, à faire comprendre aux gens que nous n'avons pas intérêt à nourrir l'égrégore de ceux-là qui nous maintiennent en domination et que nous devons donc cesser de donner notre énergie spirituelle, notre atché à ceux-là qui nous maintiennent en domination. Une fois que nous aurons compris cela, mais c'est fini. La domination va aussi cesser. C'est ça mon combat. C'est le combat de tous les Africains, en tout cas ceux qui sont conscients et qui savent un peu ce qui est en train de se jouer depuis quelques années notamment. Alors, vous appelez à réhabiliter les ancêtres kamites, hein, mais comment faire face à ceux qui accusent cette démarche d'être anti-chrétienne, identitaire, voire dangereuse pour l'unité nationale? Oui, c'est parce que, tu sais, c'est parce que l'endoctrinement a laissé tellement de traces sur les cerveaux que lorsque, je sais pas, je pense que tu es à Kosso, ou bien? Non, je suis élevé. Ah, d'accord. Lorsque tu vas maintenant dans ton terroir élevé, et que tu dis tout simplement à quelqu'un, mais donnez-moi de l'eau que je vais verser à terre pour en guise de je sais pas comment dire, donc en guise de libation en mémoire à mes ancêtres défunts. Mais les gens vont te regarder avec des yeux bizarres, comme quoi, mais toi, tu reviens de l'Europe et tu demandes à ce qu'on te donne de l'eau à verser par terre. Bon, donc, aussi longtemps que nous n'aurons pas réussi. Et c'est la libation, ça. C'est ça. Aussi longtemps que nous n'aurons pas réussi à désaliéner, sinon à nous désaliéner, et notamment à faire comprendre aux gens que maintenant, mais c'est normal que lorsque je suis élevé, je suis à Kosso, je suis Bassa, et la langue que je parle, je peux communiquer à travers cette langue-là avec Mère Nature en versant
en honorant mes ancêtres, donc, en versant donc de l'eau par terre et en honorant mes ancêtres, et je communique ainsi directement avec mes natures. Si nous ne pouvons pas désaliéner les gens comme ça, eh bien, on ne serait pas encore sorti de l'ornière. Donc, prendre conscience du fait que les langues, nos langues que nous parlons, nous permettent de communiquer directement avec ceux qui nous ont précédés, parce que nous sommes leurs représentants vivants. Est-ce que vous voyez? Et de deux, de communiquer avec mère nature. Est-ce que vous voyez? Très bien. Voilà. Très bien. Donc, quand nous aurons réussi à faire comprendre j'appelle toujours cela la masse critique, à la masse critique, que oui, c'est de cette façon-là que nous devenons ce que nous sommes. Et une fois que nous aurons réussi cela, eh bien, soyez sûrs, plus personne ne viendra, même avec des bombes atomiques, ou même avec des missiles tirés à des milliers de kilomètres, plus personne n'osera plus venir nous assujettir. C'est comme ça. On est aussi puissant que ça, Monsieur Folipo? Mais bien sûr. Bien sûr. On doit y croire, définitivement. Ce n'est pas une question de croyance. Ce n'est pas une question de croyance. Avant même que la personne n'ose aller tirer des missiles sur nous, mais il faut qu'il soit déjà en possession de tous ses esprits, de tout son état psychique. Et nous pouvons déjà agir sur sa psyché. C'est ça. Bien évidemment. Voilà qui va clore ce premier chapitre de l'émission du soir sur cette œuvre magistrale des ancêtres kamites divinisés au sein judéo-chrétien que je ne saurais trop vous recommander à la lecture pour nous imprégner de notre culture ancestrale, de nos ancêtres, tout simplement. Chers auditeurs, chères auditrices, de décryptage, si vous sentez quelque chose a été arraché à nos mémoires, si vous pressentez que nos traditions ont été déformées, récupérées ou étouffées, alors ce livre est une arme de reconquête. Dans des ancêtres kamites divinisés au sein judéo-chrétien, Kofi Folipo démonte les mécanismes qui ont fragmenté nos structures sociopolitiques, effacé nos lignées et transformé nos ancêtres en figures étrangères à leur propre histoire. Il nous rappelle que nos systèmes spirituels étaient cohérents, raffinés, puissants et qui peuvent redevenir des piliers de souveraineté. Ce livre n'est pas seulement à lire, il est à comprendre, à discuter, à transmettre, parce qu'il participe à la reconstruction de notre conscience collective. Alors, pour vous, chers auditeurs, auditrices, de décryptage,